3 positions sexuelles qui aident les femmes à jouir. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la personne de leurs rêves, de manière à ne pas y passer des années. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et à cliquer sur la cloche pour obtenir les notifications de mes prochaines vidéos. En effet, chaque matin je poste une nouvelle vidéo pour vous aider à maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux et à définir rapidement à qui vous avez affaire et si cette personne est celle avec laquelle vous pouvez envisager une longue, très longue et très belle histoire d'amour. Mais pour commencer, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi, qui va vous donner les premières règles à maîtriser. 3 positions qui aident les femmes à jouir. Cette vidéo s'adresse évidemment aux femmes qui aimeraient jouir davantage ou qui pensent qu'elles peuvent encore apprendre quelque chose, mais aussi aux hommes qui sont peut-être ceux qui les aident à jouir, n'est-ce pas ? Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Parce que parmi mes coachés, il y en a quand même un certain nombre qui a du mal à jouir. Et il m'arrive parfois d'utiliser un coussin et de leur faire une démonstration de la position idéale, mais je trouve que c'est un peu dommage que ce soit limité à celles qui viennent dans mon cabinet. L'autre raison, c'est parce que chaque fois que je tombe sur une vidéo de sexe sur YouTube, je suis effarée par le nombre de platitudes qui sont débitées et qui finalement sont des lieux communs que l'on voit partout. Comme vous le savez, dans mes vidéos, j'aime à toujours poser la question de plus qui va donner du sens à l'angle que j'ai choisi pour vous parler du sujet qui nous intéresse, en l'occurrence l'orgasme des femmes, mais plus particulièrement les 3 positions qui vont les aider à jouir. Position numéro 1, la plus facile, la plus classique, hyper connue, mais c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire. Madame est sur monsieur. Idéalement, monsieur est allongé, madame est plutôt redressée, et avec le mouvement de son bassin, elle va non seulement réussir à trouver le bon angle pour que le pénis du monsieur touche son point G, ce qui peut impliquer évidemment une fontainisation, mais aussi le frottement de son bassin va déclencher l'orgasme clitoridien sans même qu'elle ait besoin de se servir de ses doigts. C'est elle en plus qui contrôle, ça veut dire qu'elle peut accentuer le mouvement ou le ralentir. Et l'homme évidemment adore cette position parce qu'il est comme un pacha, il se laisse faire et son orgasme va venir lentement mais sûrement en fonction des mouvements de sa partenaire. Ce qui fait que pour une femme qui aurait du mal à atteindre l'orgasme, elle peut se pencher plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière pour voir quel est le meilleur angle pour elle et surtout le meilleur angle pour utiliser ses doigts et accessoirement se caresser en même temps. Comme on l'a déjà vu dans plein de vidéos, l'orgasme clitoridien va déclencher l'orgasme vaginal. Enfin, l'intérêt de cette position, c'est que, du moins de mon humble expérience, c'est celle qui facilite peut-être le phénomène de fontainisation. Vous savez ce qu'on appelle les femmes fontaines. Pourquoi ? Parce que, justement, comme je le disais précédemment, l'angle pour lequel la femme va opter va permettre au bout du pénis de toucher le point G. Alors, il est, je dois l'avouer, des pénis qui sont trop courts. Vous pourriez pas le faire un petit peu plus long, monsieur Cadbury ? Je plaisante. Des pénis qui sont trop courts, donc, et qui vont faire qu'ils ne vont pas aller jusqu'au point G. Et je me souviens d'une de mes coachées qui sentait bien qu'il manquait 2-3 mm, mais les 2-3 mm qui manquaient empêchaient le sexe de l'homme, quelle que soit la façon dont elle se mouvait, d'atteindre le point G. Conclusion, sa sexualité avec lui était toujours haletante. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres positions qui permettent d'atteindre le point G, mais comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué que la plupart des femmes qui pouvaient se retrouver à fontainiser le faisaient dans cette position, tout du moins lors des débuts. Et pour être honnête, après en avoir interrogé un certain nombre, il semblerait qu'il n'y ait que dans les films porno où les femmes se masturbent entre elles, dans lesquels on voit une femme fontainisée. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pars toujours de mon expérience et il ne faut pas généraliser. La position numéro 2 qui aide les femmes à jouir est un peu plus controversée puisqu'il s'agit de la levrette. Alors, sur un plan technique, la levrette offre plein d'avantages. Sur un plan psychologique, le sujet est délicat. Et justement, une de mes coachées me racontait que son ex refusait la fellation et la position levrette parce que c'était dégradant. Évidemment, ce jeune homme, ayant été élevé par une mère féministe, avait été éduqué pour ne pas ressembler à la génération de son père et peut-être aussi à celle de son grand-père. Et toujours est-il que
parmi les trentenaires et même les vingtenaires, mais je dirais plutôt parmi les trentenaires, puisque les vingtenaires appartiennent à une autre génération. Il y a un certain nombre d'hommes qui refusent ce qui pourrait être considéré comme humiliant. Pour avoir entendu les femmes parler de leur partenaire, c'est quelque chose qui est fréquent. Et alors, effectivement, dans les premiers films porno qui commençaient à se voir dans les cinémas, dans les années 70 et 80 bien sûr, du temps où il y avait encore des cassettes vidéo, la position en levrette était considérée comme humiliante, puisqu'elle s'accompagnait d'un « vas-y, t'aimes ça, et paf, que je te mette une claque sur les fesses, et oui, encore, tu la sens, etc. » Et donc, dans cette position, évidemment, vue de l'extérieur, la femme est humiliée, on peut le concevoir. Et vue de l'intérieur, la libido de la femme peut l'amener à avoir parfois des instincts un peu plus animaux, et peut-être une sensualité, voire une sexualité plus sauvage, plus animale, et donc forcément plus archaïque. Et dans ce cas-là, on peut complètement accepter de mettre en pratique cette position, qui offre quand même, au-delà de l'aspect animal et je sors de ma zone de confort et de mes petits cris bourgeois, pour devenir tout à coup une femme qui feule, il suffit d'écouter le feulement des chattes lorsqu'elles sont dans leur période, pour voir de quoi je parle. Donc au-delà de cet aspect-là, c'est quand même une position qui permet de se caresser l'entrejambe avec beaucoup d'aisance. C'est aussi une position qui permet d'avancer, de reculer, de remonter le genou, de les baisser selon le confort. Et c'est aussi, pour les plus timides d'entre elles, une position qui permet de pouvoir se lâcher sans risquer d'être regardée en pleine explosion. Pour toutes ces raisons, et si cette position vous convient et si vous la pratiquez au rythme qui est juste pour vous, je trouve que c'est dommage de s'en priver. La troisième position qui permet aux femmes de bien jouir est la position en ciseaux. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont imbriqués comme ça, leurs entrejambes sont imbriquées. Et là encore, on peut jouer sur l'espace pour avoir plus ou moins de profondeur de pénétration et plus ou moins d'espace pour pouvoir se caresser en même temps. Je sais que dans certains couples, les femmes préfèrent que les hommes les caressent et les hommes préfèrent les caresser, mais dans d'autres, c'est le contraire. Donc là-dessus, je pense que chacun va aller dans la direction qui lui convient le mieux. La position en ciseaux permet de se voir, de faire des pauses lorsque monsieur est trop excité, permet aussi à monsieur de perdre un peu de son érection, ce qui ne veut pas dire qu'il ne la reprendra pas. Et en même temps, cette espèce de moment de respiration et d'inspiration tantrique va permettre de respirer ensemble et de varier les rythmes. Et je me souviens dans les stages de tantra, on nous envoyait faire crac-crac dans la chambre. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'on faisait beaucoup crac-crac par rapport au temps de la formation, mais bon. Et on avait pour consigne de passer 5 minutes en mode sauvage et 5 minutes en mode mou. Donc monsieur devait ramollir, redurcir, ramollir, redurcir. Et cette position, parmi d'autres bien sûr, s'y prêtait particulièrement. Voilà, ce sont 3 positions que j'ai sélectionnées parce que je considère qu'elles sont susceptibles de faciliter l'orgasme chez des femmes qui auraient du mal à jouir. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'autres, ça ne signifie pas que vous pouvez les détester ou que vous pouvez en adorer d'autres. Et là, quand même, je vais rajouter mon grain de sel. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que vous bloquez sur une position? Qu'est-ce qui fait que vous considérez que la levrette est obscène ou que, par exemple, je l'ai déjà entendu, la missionnaire est bovine ou bourgeoise, ou que, autre exemple, toutes les positions qui permettent à l'autre de nous voir jouir sont dérangeantes. Alors, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles, je ne peux que vous inciter à vous poser la question. Lorsque vous avez décrété que ceci était pas bien, que ceci était bien, que c'était comme cela et pas autrement, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que ça vous rappelle du passé? Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est vraiment impensif, mais ça mérite d'être dit une fois de plus, plus il y a eu d'interdits sexuels dans la famille, alors là je parle toujours de communauté, donc en général c'est les orthodoxes, les cathos, les musulmans. C'est là où j'entends le plus d'interdits. Donc plus il y a eu d'interdits de femmes qui doivent se marier plutôt jeunes et plutôt vierges, plus il y a eu d'époux accueillis ou refusés, d'époux conseillés. Il y a des femmes qui ont moins de 60 ans, les mères ont insisté lourdement en les soudoyant ou en les culpabilisant pour qu'elles épousent quelqu'un de la communauté qui leur convenait à elles, mais pas forcément à ma coachée. Et le pire, c'est que l'interdit en dehors de la communauté peut prendre la forme de la transgression. Je me souviens d'un certain nombre de coachés dont les parents étaient très genre Club Med. On s'était connus au Club Med dans les années 70, on se retrouvait en bande 10 ans plus tard, et ça partousait dans tous les coins, et les gamins se retrouvaient au milieu de ça. Ça peut être évidemment d'anciens amis du Club Med, ou d'autres pratiques libertines qui se retrouvent pour ça, mais ça peut être aussi une petite fille amenée dans un camp naturiste qui ne le supporte pas, comme ça peut être tout simplement la petite fille qui accompagne sa mère acheter à la Fnac des livres de sexe pour essayer d'exciter papa. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre, ça peut être avec le papa, avec la maman, avec quelqu'un de la famille. C'est un climat incestuel. Il est probable que quand il y a un interdit dans la sexualité d'une femme,
il est lié à d'autres interdits, mais que, à l'inverse, des femmes qui n'ont aucune limite, aucun interdit, et qui sont même parfois à la limite de l'érotomanie, peuvent aussi avoir vécu les mêmes choses. Comme j'ai tendance à vous le répéter, on fait comme ou on fait contre, ce qui veut dire en d'autres termes que face à une situation X, vous allez réagir de la même manière ou à l'opposé. Ce qui fait que vous pouvez avoir deux familles très différentes avec deux femmes qui sont bloquées. L'une aura eu un père naturiste et obsédé sexuel, l'autre aura eu une mère nymphomane, et les deux se comporteront de la même manière. C'est pour ça qu'il est toujours difficile de généraliser. La seule chose qu'on puisse considérer comme sûre, c'est que si vous avez des réactions extrêmes par rapport à votre sexualité, si l'orgasme est compliqué, si vous jouez un jeu, si vous vous forcez, si vous faites votre devoir conjugal ou si vous vous racontez qu'il faut être une femme libérée parce que c'est marqué dans tous les magazines féminins, alors peut-être ça aurait de l'intérêt de vous poser les bonnes questions. Et si vous voulez en savoir plus, ça va vous paraître sans rapport, et pourtant il y en a un. J'organise un webinaire. Vous trouverez le lien dans la description. Et dans ce webinaire, je parle de dépendance affective. Et la dépendance affective est exactement la même chose que la nymphomanie, que l'absence de relations sexuelles. C'est un lien à l'autre qui passe par une dépendance ou un refus total, ce qui revient au même. La sexualité et l'affect sont toujours liés. Et je vous montrerai dimanche 27 novembre, il y a une vidéo qui en parle un petit peu. Quels sont les liens entre la sexualité et la dépendance affective? Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des positions qui vous conviennent mieux que d'autres? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez jouir dans n'importe quelle position? Et où avez-vous parfois des interdits? Et peut-être même avez-vous fait les liens avec les interdits de l'enfance, qui n'ont d'ailleurs parfois rien à voir avec la sexualité? Le sujet est vaste, riche, et on n'en fait jamais le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre environnement qui aurait une sexualité compliquée. Non seulement vous ferez du bien à cette personne, mais vous partagerez ce contenu que je vous offre chaque jour et qui a besoin bien sûr d'être encouragé. Et à demain matin pour une nouvelle vidéo.